Pourquoi je n'aime pas l'afrocentrisme et les afrocentristes, comme je n'aime pas l'eurocentrisme et les eurocentristes? Alors, premièrement parce que se limiter à une superficie, à un continent, je trouve que c'est artificiel et arbitraire. Les populations, d'il y a plusieurs centaines d'années, plusieurs milliers d'années, n'avaient pas conscience d'être un continent, donc c'est quelque chose d'artificiel. On impose ça là, je suis africain, je suis européen. Ce sont des instruments d'enfermement et de prétention, et de dire, ben voilà, après, moi je suis mieux que toi, je suis supérieur, je suis plus intelligent, je suis plus beau. Et donc ça procède de la même logique. Et donc chez les afrocentristes, on ne fait que recopier ce qu'on fait ou ce que font toujours les Européens ou une partie des Européens avec l'eurocentrisme. C'est-à-dire enfermer artificiellement un continent dans ses frontières qui sont même pas réelles au niveau physique, puisque l'Europe est une aberration géographique. Elle n'existe pas, c'est une péninsule de l'Eurasie. L'Afrique, oui, peut être plus considérée comme un continent, bien qu'elle soit rattachée par un petit bout à l'Asie, au niveau du canal de Suez. Alors, le canal de Suez, techniquement, sépare l'Afrique et l'Asie maintenant, mais c'est une construction humaine. Donc voilà, on a vraiment des aberrations comme ça. Parce que l'histoire, c'est complètement fichu de savoir si l'Europe s'arrête à Gibraltar ou elle s'arrête dans l'Oural, ou si l'Afrique s'arrêtait au canal de Suez, ou en face de Madagascar. Est-ce qu'on y met Madagascar? Est-ce qu'on y met Malte? Etc. Donc tout ça, l'histoire s'en fiche de ça. Quand il a fallu avoir des mouvements migratoires pour peupler l'Europe, des mouvements migratoires qui sortaient d'Afrique, d'autres qui venaient d'Asie, les Mongols, les continents, ils en avaient rien à faire de savoir si tu étais européen. Et c'est ça qui a, et c'était européen, africain, asiatique. Et c'est ça qui a construit en fait chaque entité, chaque peuple, chaque territoire. Et chaque individu est le résultat, comment dire, il est un panel de ces différents témoignages de l'histoire. Chaque individu porte en soi différents gènes, avec une composition qui va être un peu différente, mais aussi un peu pareille de son voisin et chaque territoire du territoire voisin, ainsi de suite, du nord jusqu'au sud. Donc en fait, les populations de la France du Sud ont quelque chose de différent, mais de très proche des populations d'Espagne du Nord, ainsi de suite, de l'Espagne du Nord avec l'Espagne du Centre, l'Espagne du Centre avec l'Espagne du Sud avec le nord du Maroc, le nord du Maroc avec l'Est de l'Algérie, l'Est de l'Algérie avec le centre de l'Algérie, le centre de l'Algérie avec le nord du Sahara, le nord du Sahara avec le centre du Sahara, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est-à-dire que petit à petit, on a des transformations de niveau de différents gènes selon la localisation géographique. Donc, bon, là, c'est vraiment un aparté sur la génétique. Alors, pourquoi l'afrocentrisme me déplaît? Déjà parce qu'il n'est qu'un copier-coller de l'eurocentrisme et qu'il faut toujours se définir par rapport à un continent. Pourquoi? Moi, je veux bien que j'admette que l'Afrique puisse, j'admette, après les Africains font ce qu'ils veulent, hein, mais j'admette au niveau théorique, au niveau conceptuel, que il y ait un combat africain, et ça, plus que je l'admets, plus que voilà, des pieds et des mains, je l'applaudis des pieds et des mains, qu'il y ait une conscience africaine par rapport à la spécificité que l'Afrique elle a vécue, par rapport à l'esclavage, par rapport à des histoires de prédation toujours actuelles qui ont eu lieu à l'époque de la colonisation, d'exploitation, de déstructuration de l'économie africaine et de pillage jusqu'à aujourd'hui, de manipulation politique, géopolitique, de trafic d'influence. Enfin voilà, l'Afrique vraiment a été le cœur de tous les abus au niveau mondial et ça, je l'admets. Par contre, ce que font les afrocentristes, c'est souvent, comme les eurocentristes, une déformation de l'histoire pour arranger un narratif qui va vouloir redorer
l'image ou construire artificiellement cette image d'une Afrique qui, d'une part, serait faussement unie, serait une Afrique pratiquement homogène dans leurs paroles, ou bien diversifiée, mais qui aurait une conscience commune, ce qui reste encore difficile à prouver, puisque l'Afrique, et c'est ça un petit peu le piège, un peu comme les supranationalismes et le supranationalisme européen, a essayé ou tente toujours de construire une homogénéité européenne, une spécificité européenne. Ces afrocentristes essaient de construire une spécificité africaine, alors que, eh bien, dans l'ouest de l'Afrique et dans le sud de l'Afrique, les cultures ne sont pas les mêmes, les histoires ne sont pas les mêmes, les langues et les familles de langues ne sont pas les mêmes. Entre les langues afro-asiatiques, qui sont les langues dont font partie les langues sémitiques, pour une partie de l'Afrique saharienne et subsaharienne, et l'Afrique du Nord, bien évidemment. Ces langues afro-sémitiques qu'on retrouve beaucoup en Éthiopie et en Somalie n'ont pas les mêmes racines et font partie des mêmes familles que les langues nilotiques ou les langues swahili, donc les langues de l'Afrique du Sud, les langues bantoues. Donc voilà, on a une diversité que la simplification d'un afrocentriste efface et crée artificiellement quelque chose, encore une fois, pour monter les peuples les uns contre les autres. Et puis, donc, pour pouvoir faire cela, comme les eurocentristes, c'est bourré d'un tas de mensonges, d'exagérations, d'appropriation de choses qui ne sont pas à soi, de manque de précision et de nuances. Par exemple, dans le cas de l'Égypte, c'est bien moi ça qui m'a souvent choqué, cette incapacité à comprendre une histoire égyptienne comment dire, diversifiée, c'est-à-dire avec des peuples différents qui ont composé l'histoire égyptienne, mais une intervention de ces différentes ethnies, donc des blancs, des gens métissés, des gens sémites. On retrouve en fait un patchwork de population dans l'Égypte ancienne avec je crois que les gens s'en fichaient complètement de savoir quand ils étaient blancs, quand ils étaient noirs, etc. Ils n'avaient pas cette notion-là dans l'Égypte ancienne. Et donc, le jeu des afrocentristes, généralement, c'est de s'attribuer ou d'attribuer à une africanité noire, parce qu'il y a plusieurs africanités qui ne sont pas forcément noires, une africanité noire qui aurait entièrement construit la civilisation égyptienne, ce qui n'est pas le cas. La civilisation égyptienne, c'est un carrefour. Et donc aussi, ce que ça trahit, c'est qu'on aurait l'impression souvent quand les afrocentristes vont tirer comme ça des trucs de l'histoire, ils vont se tirer la couverture vers eux, comme les Européens se sont tirés la couverture vers eux pour la révolution industrielle, pour la révolution scientifique, se sont attribués de grands mérites, se prétendant supérieurs, et bien les afrocentristes essayent aussi de faire la même chose, alors qu'il n'y en a pas besoin. Il suffit simplement de parcourir avec honnêteté l'histoire de l'Afrique, de voir et de faire ressortir des richesses qui sont différentes, et pas forcément besoin que d'invoquer le cas de grandes civilisations, et même si elles ont existé, car c'est le cas, c'est le cas pour l'Éthiopie, qui a été une grande civilisation matérielle, architecturale, culturelle, mais que toutes ont été de grandes civilisations culturelles. Ils ont tous eu des cultures riches, variées, diversifiées, mais c'est pas pour ça qu'il faut négliger. Prenons le cas de l'Europe, et si on trouvait des régions de l'Europe, mettons, je ne sais pas moi, les pays scandinaves, mettons par exemple, ou la Laponie, qui ont été matériellement moins avancés pendant très longtemps, qui sont arrivés plus tardivement dans l'histoire, qui ont développé des cultures matérielles plus tardives, et pour les Lapons, ben jamais, ou alors très récemment, très récemment fondus dans la civilisation mondiale. Donc ils n'ont pas développé des cultures matérielles ou tardivement, et donc devraient être comme ça négligés, et on devrait les considérer comme inférieurs. Non, absolument pas. Car ces cultures-là
comme les Lapons, mettons par exemple, sont des cultures qui ont établi une richesse, une intelligence écosystémique, c'est-à-dire avec les écosystèmes, une intelligence de la transformation de leur environnement de manière aussi équilibrée, c'est-à-dire qu'ils ont une intelligence des équilibres sur les espaces qui leur sont environnants et dans lesquels ils vivent, et donc ils ne créent pas de profonds déséquilibres, ils savent vivre avec les cycles des écosystèmes qui sont environnants. Et c'est donc le cas aussi pour de nombreuses populations africaines qui ont vécu dans des cultures agro-forestières et donc agro-systémiques, et donc ils connaissaient à la fois les plantes, les cycles, et savaient cultiver aussi dans les forêts, avec les savanes, et donc on n'a pas déséquilibré leur milieu. Mais encore que ça ne soit qu'une partie de l'Afrique, l'Afrique est partagée entre une histoire avec des cultures matérielles avancées, ça a été le cas d'une partie de l'Afrique subsaharienne, des royaumes Peul, des royaumes Songhai, du Mozambique et des cultures swahili sur toute la côte orientale de l'Afrique, avec aussi l'influence du royaume et des royaumes arabiques et de l'influence arabe qui s'est exercée sur ces régions-là par le biais de commerce, mais aussi l'influence indienne. Et que donc, voilà, on a des tableaux qui sont divers, et les afrocentristes, comment dire, eh bien, se retrouvent dans des postures de mensonge, de transformation, de déformation, pour créer artificiellement une spécificité africaine qui est dangereuse comme tous les centrismes, mais qui est dangereuse parce qu'elle se crée sur des choses qui n'existent pas, alors qu'il vaudrait mieux repartir sur les cultures et le choix des populations, de ce qu'elles ont comme culture, partir sur quelque chose de plus local pour réfléchir au niveau global et articuler un dialogue interafricain, et ensuite un dialogue global, interlocal, interafricain, puis international, interglobal. Et donc voilà, les solutions sont là, mais sont pas dans. Et donc c'est bien pour ça moi que je n'apprécie pas ces afrocentristes. Donc certains aussi ont un langage un peu trop virulent, et cherchent trop à accentuer le trait de certains phénomènes. Donc ça j'apprécie pas énormément. Mais bon, on passe encore, quoi. Des Nathalie Yamb, celui qui avait été, je ne me rappelle plus de son nom, celui qui a été arrêté ou interdit de séjour en France alors qu'il était de nationalité française. Je crois qu'il est de nationalité franco-béninoise, quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus de son nom. Donc certains sont encore limites, mais surtout ce qui me dérange, c'est quand il y a déformation de l'histoire, déformation de l'analyse historique, de l'analyse culturelle et géographique de l'Afrique, et voilà, et qui peut être dangereuse. Et un dernier exemple que je vais vous donner, c'est les dérives. Et parmi les dérives, on trouve cette tentation de faire précisément une Afrique épurée et totalement noire, où on traite des populations qui sont là depuis des dizaines de milliers d'années, comme les populations berbères, ou en tout cas certains de leurs ancêtres sont là depuis des dizaines de milliers d'années, d'autres sont arrivés par vagues du Proche-Orient, mais on est tenté, les afrocentristes, des fois j'ai entendu des choses, voilà, l'Afrique est noire et les Africains du Nord, qui sont des Blancs, sont des envahisseurs venus d'ailleurs. Mais est-ce qu'ils rigolent pas un petit peu, ces gens-là, même s'ils étaient venus d'ailleurs, ils sont venus d'ailleurs il y a tellement de temps. Et puis encore une exagération, c'est ce que j'explique moi souvent, c'est que les populations qui sont actuellement présentes en Afrique sont elles-mêmes une évolution, qui ont bougé et qui ont circulé au sein de l'Afrique. Donc encore une fois, on le fait à la goutte ou on le fait à la gorgée, tu as circulé trop loin, tu es circulé en dehors des frontières de l'Afrique et puis tu es revenu. Donc c'est compliqué en fait, toutes ces histoires-là, parce que les gens ont bougé dans le temps. Donc ces conceptions de l'Afrique s'arrête là, commence là et s'arrête là, est un piège et un danger qui ensuite justifie d'autres guerres, d'autres négationnismes d'histoire et de légitimité de présence sur place. Hein. Allez, on va arrêter avec ces histoires de tu étais là ou tu n'étais pas là il y a 10 000 ans. Les peuples sont là à l'heure actuelle, on va dire dans l'histoire des 500 dernières années. On a des peuples qui sont là et
construit depuis des milliers d'années leur territoire. Et donc voilà, on va un peu arrêter avec ces dérives. Et vous voyez là où il est le danger de cette famille de pensée à laquelle appartient le sionisme et qui va considérer qu'on peut s'affranchir du poids de l'histoire et de l'inertie quelque part de l'évolution humaine, c'est-à-dire que quand des villes ont été construites, des paysages ont été aménagés, eh bien ça fait toute la preuve et toute l'authenticité de la légitimité d'une population à être chez soi. C'est quand même dangereux la pensée sioniste, c'est de penser qu'à un moment donné, toi tu es chez toi, mettons tu es originaire du sud de la France, et puis à un moment donné, quelqu'un vient et te dit non mais c'est plus chez toi parce que j'y ai mis les pieds il y a 600 ans, il y a 3000 ans, et que donc on m'a promis cette terre, donc voilà, et puis ben dégage parce que moi je fais partie d'une religion, et donc comme je fais partie d'une religion, je m'invente un peuple. Il y a un peuple alors qu'un peuple et une religion, ce sont deux choses qui sont différentes. Je m'invente en tant que peuple avec tel nom. Et puis, ben, je peux être légitimement là. Voilà toutes les dérives que ça amène ce genre de pensée.